Nous enregistrons ce 18 mars le 297e épisode de notre revue de presse hebdomadaire consacrée au web et aux nouvelles technologies. Au sommaire cette semaine, compilé par nos deux chroniqueurs du jour, Seagate qui mise encore sur le bon vieux disque dur, Google qui payerait mieux qu'Apple, le RSA qui n'est pas que le revenu de solidarité active, Intel qui contre-attaque sur le plan de la communication face à l'Apple M1, il sera également question de la Lune qui pourrait être l'avenir de l'homme avec un grand H, de chaleur corporelle pour recharger ses appareils, de la technologie à l'origine d'une œuvre d'art à 69 millions de dollars, ou encore une information technologique improbable ou encore plus improbable en fin d'épisode. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. C'est toujours quelque chose, un nouvel épisode qui démarre et on s'approche peu à peu de la 300e. Ça va être quelque chose, hein. Ça va être là, on fait péter les... Je sais pas ce qu'on va faire péter, parce qu'on sera tous confinés de toute façon, donc... Voilà, Xavier est avec nous. Salut Xavier, ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu. On a Sébastien, on t'avait vu la semaine dernière déjà. Voilà, c'est plus récent. Bonjour. Bonsoir à tous les deux, bonsoir également à ceux qui nous suivent en direct sur Twitch. Vous le savez, depuis quelques temps maintenant, ces enregistrements se passent en public, hein, j'ai presque envie de dire, donc soyez les bienvenus de ce côté-là. Bienvenue à vous aussi qui vous baladez avec nous dans vos oreilles en joguant, en allant au boulot ou que sais-je. Merci à ceux qui nous laissent des commentaires, peut-être vous demain, mais actuellement on peut parler de William, de Battante, de Cyril Marchal, de Jean-Marie Crossmarie, d'Éric Bourdin, Hervé F, Sébastien Boireau, Toumoisy59, Piper Albert, Pierre Laure, Jean-Michel Rému, JF Didier, Nico Mouk, Nicolas Saint-Lay, Steph V, Desiena, Patrick Bourlard, et Natacha. Merci à vous d'avoir laissé les commentaires sous la vidéo sur YouTube le plus souvent, mais également sur notre blog lestechno.be ou sur les réseaux sociaux si vous avez envie. On essaye de tout lire, on répond pas toujours, parce que ça ne s'y prête pas toujours, tout simplement, mais en général on essaye en tout cas, s'il y a des questions, d'y répondre dans les meilleurs délais. En tout cas, nos chroniqueurs se font fort d'avoir leur petite réaction aussi, éventuellement, suite à différentes demandes. On a eu un drôle de commentaire. Oui, dis-moi. D'ailleurs, on nous demande si on va chanter pour la 300e. Non, on ne va pas chanter pour la 300e. Pas prévu, hein. Pas prévu de chanter. Non, mais tu vas voir au fur et à mesure de cet épisode, tu vas avoir envie de cliquer sur un bouton pour réjecter celui qui nous demande de chanter. Mais je dis ça, je dis rien. À un moment donné, tu vas perdre toute ta patience, toi aussi, mais c'est pas grave. Comme moi, j'ai un petit peu perdu patience par rapport à un auditeur sur un vieux hors-série, mais un vieux hors-série faisait un commentaire et trouvait que ça n'allait pas du tout. L'humour et la technologie, on ne peut pas. C'est juste pas possible parce que voilà, c'est pas sérieux. Donc on peut s'amuser, mais sérieusement. Donc merci pour ce commentaire. Donc on a eu un petit échange un peu en dehors des normes, qui s'est terminé en eau de boudin, comme toujours avec les trolls. Donc voilà, ça arrive de temps en temps, et on essaye de faire diligence dans ce cas-là. Donc merci en tout cas à vous d'être là et de partager ces épisodes et de les commenter, quelles que soient les plateformes d'ailleurs. Je tiens à le rappeler qu'il est toujours possible aussi de commenter nos épisodes ou nos podcasts sur, par exemple, Apple Podcast, pour ne citer que celui-là. Si vous le permettez tous les deux, sauf si vous avez un truc à rajouter pour votre défense, on peut entamer directement notre abécédaire qui va être long. Je le sens. Non ? Rien ? Non, d'accord. Go. D comme disque. Oui, on a parlé de la cassette la semaine passée. Aujourd'hui, nous parlons du disque. Adi. On se modernise. On se modernise de plus en plus. Ici, on parle de Seagate qui va non seulement continuer à produire des bons vieux disques durs qui tâchent, j'allais dire, ou qui grattent en tout cas, et qui tournent, mais avec de plus grandes densités encore. Oui, et comme j'ai une réputation d'historien des langages de programmation et de l'informatique dans ce podcast depuis un an que je vous ai rejoint, avant de regarder le futur que nous annonce Seagate, je voulais regarder brièvement le passé. Savez-vous que les premiers disques durs datent de 1953 ? Ça a été inventé par IBM et à l'époque, on appelait ça des Random Access Files, RAF. Alors pourquoi Random Access, accès aléatoire ? Parce qu'avant ça, les supports magnétiques, c'était de la bande.
Oui. Et comme on a parlé des cassettes, quelle bonne transition, Marc, de super. la bande, ça se lit de façon séquentielle. Il faut dérouler la bande dans un sens ou dans l'autre pour arriver à lire les données. Si mon fichier est en bout de bande, il faut attendre que la bande rebobine d'abord avant d'aller sur mon fichier qui est en bout de bande, avec les disques qui tournent en permanence et qu'on lit avec un bras de lecture au-dessus d'un disque, comme les disques vinyles sur lesquels vous écoutiez de la musique quand vous étiez plus jeune, en tout cas pour les plus âgés d'entre vous. On peut accéder à n'importe quel morceau sur le disque simplement en déplaçant la tête de lecture. Voilà, petit retour en arrière. Les premiers disques durs faisaient 4,7 mégas, à peu près 5000 caractères, mais à l'époque on comptait sur 6 bits les caractères. Ne me demandez pas pourquoi, il y avait un bit de parité et puis un truc en plus. Ouais. Il y a souvent une photo qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux de ce chargement dans un avion d'un disque dur IBM ou d'une livraison dans une entreprise, d'un truc énorme. Et alors on vous montre la capacité en dessous et à côté on met une clé USB qui a une capacité des milliers de fois plus de capacité. Mais voilà, ça c'est la courbe d'évolution technologique. Voilà. Depuis les années 50. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on continue d'innover sur les disques durs magnétiques, et si côté desktop et laptop, évidemment, la course est terminée sur ce genre de technologie, tout le monde est en SSD maintenant, quasiment tout le monde est en SSD maintenant, il le sera rapidement dans le futur si vous ne l'êtes pas encore. Dans les data centers, il y a encore énormément de disques durs pour des accès à des données qui sont pas nécessairement, où on n'a pas nécessairement besoin de toute la vitesse, des données qu'on veut garder accessibles, mais on n'a pas besoin de chasser la dernière milliseconde pour l'avoir, des choses, je vais pas dire archivées, parce qu'archiver, il y a d'autres systèmes encore plus lents et moins chers, mais garder des données auxquelles on a besoin d'accéder de temps en temps, des fichiers à aller rechercher, etc. Et donc dans les data centers, il y a une énorme consommation de disques durs, et puis à la maison, vous avez peut-être un NAS aussi, ça reste encore les moyens, à moins que vous soyez très, très bien rémunéré, vous n'avez probablement pas beaucoup de SSD dans votre NAS, parce que ça coûte assez cher le SSD. Alors, l'idée, c'est, évidemment, on met plusieurs plateau dans un disque dur maintenant. Quand on dit un disque dur, en fait, il y a plusieurs disques durs. Oui. Et à l'intérieur, c'est plus une tête, mais c'est un bras. C'est vraiment comme un peigne qui vient se mettre entre les plateaux pour pouvoir lire les données. Je ne sais pas si c'est très visible, en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas sur la vidéo, imaginez un peigne qui lit plusieurs podcasts, plusieurs plateaux en même temps. Et donc, il y a une limite au nombre de plateaux qu'on peut mettre physiquement, parce que les disques, ils restent de 3,5 pouces, donc on ne peut pas en mettre plus que X. Oui, c'est normalisé, ça, par contre. Ouais. Exactement. Si on veut que ça rentre dans des enclosures de systèmes standards, etc. Et donc, Seagate travaille sur la densité des disques durs. Et cette semaine, justement, ils ont annoncé des roadmaps. Ils disent sur quoi ils travaillent. On touche presque les 20 terabytes quand même aujourd'hui avec un disque. Cher, mais faisable. 50 terabytes d'ici 5 ans. 5 ans, c'est après-demain. Donc, ils vont plus que doubler dans les 5 ans. Alors pour faire ça, déjà depuis quelque temps, au lieu de ranger les bits à l'horizontale, on les range perpendiculaires. En fait, c'est pas les bits, mais c'est les particules magnétiques. D'accord. Parce que c'est comme des cure-dents, quoi. Si vous mettez des cure-dents l'un à côté de l'autre couchés sur un plateau, plus de place, vous en mettez exactement que si on les met tout droit. Mais on arrive quand même aux limites de capacité des cure-dents verticaux, enfin des bâtonnets magnétiques verticaux. Et donc ils développent une nouvelle technologie qui s'appelle Hammer, H-A-M-R, ce qui est amusant parce que c'est un jeu de mots. Hammer en anglais, ça veut dire un marteau. Où là, l'idée, c'est d'arriver à une densité encore plus grande parce qu'ils se sont rendus compte que si on chauffe les petits bâtonnets magnétiques avant de les positionner, on arrive à les mettre plus proches l'un de l'autre. Le but, c'est d'arriver à ce qu'ils soient le plus proche possible, mais qu'ils restent stables. Il ne faut pas qu'ils tombent parce que sinon, ça changerait le bit de 0 en 1, évidemment. Alors, je caricature, évidemment, c'est un poil plus compliqué que ça, mais j'essaye d'expliquer facilement. Et donc, en rajoutant un petit laser sur la tête de lecture d'écriture, le laser peut en 1 nanoseconde aller chauffer l'emplacement pour positionner le petit bâtonnet magnétique comme il le faut et de manière à pouvoir les condenser. Et avec cette technique, ils arrivent aujourd'hui en labo, c'est pas encore commercialisé, à 4 à 6 terabytes par pouce carré. Alors, désolé, nous, on est en système métrique et j'ai toujours beaucoup de mal à traduire un pouce carré en centimètre carré. En général, c'est la taille d'un pouce. Va nous aider. Alors, j'en mets 2 l'un à côté de l'autre, monsieur. Non, mais oui, un pouce, ça fait 3 et des centimètres. Donc, c'est ça. Et avec cette technique, en poussant, ils arriveraient à dépasser les 50 terabytes et ils envisagent même d'arriver à 120 terabytes d'ici 10 ans. Donc on pourra avoir un disque dur, même format, 3 pouces et demi, 120 terabytes.
j'essaie même pas de trouver des analogies sur la quantité de livres, de musique ou de vidéos. Enfin, c'est juste pour dire que c'est beaucoup et que cette bonne vieille technologie qui a presque 70 ans maintenant a encore des beaux jours devant elle. Là aussi, si vous en mettez 2 dans votre NAS, ça va coûter bonbon. Hein. Il faut être très très clair là-dessus. Alors, si vous avez un NAS de 8B, là, c'est juste la démesure la plus totale. Effectivement. J'ai commencé à économiser. Il y a Glis21 sur Twitch qui nous dit ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui résiste au feu, parce que ça pourrait intéresser au VH. Peut-être, effectivement. Ou alors là, tous les petits bâtonnets vont être très 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 raides verticalement. Ceci dit, ça rejoint un petit peu une crainte que j'ai, c'est que contrairement au SSD, s'il y a de nouveau une tête de lecture, la fiabilité sur le long terme est peut-être plus délicate aussi. Il faudra voir s'ils arrivent à vaincre cet obstacle-là, puisque voilà, là, un des avantages du SSD, même s'il a une durée de vie aussi, c'est de ne pas avoir de pièces mécaniques et donc une durée de vie qui est quand même il n'y a pas de moteur qui peut tomber en panne ou des choses comme ça dans un SSD. Ceci dit, dans les data centers professionnels, en général, les disques ont énormément de soft. Il y a du firmware sur les disques qui lance des alertes, soit quand le taux d'erreur de lecture devient trop grand, parce qu'il y a des bits de parité, il y a des parties du disque qui ne sont pas utilisées pour vos données réelles, qui sont des checksums en quelque sorte, comme il y avait dans les comptes en banque avant, vous vous souvenez, en Belgique, les 2 derniers chiffres, c'était le checksum d'avant. Il y a toujours ça d'ailleurs dans les iPads, les 2 premiers chiffres maintenant. Il y a la même chose, et donc si l'OS qui tourne dans le disque, parce qu'il y a un mini-OS qui tourne là-dedans, détecte qu'il y a des taux d'erreur trop grands, ils alertent, et donc en général dans les data centers on fait de la maintenance préventive, donc on enlève les disques, on les remplace avant qu'ils ne tombent en panne vraiment. Et on les détruit aussi. Bien sûr, démagnétisés et détruits Et détruits, Il y avait une dizaine d'années, Google avait publié une vidéo qui montrait le parcours d'un disque dur. C'est assez impressionnant, parce qu'ils ont une machine avec des mâchoires qui viennent vraiment casser après démagnétisation, il le casse encore en petits morceaux. Donc voilà, mais ceci étant dit, ça fait de l'énergie, parce qu'il faut, tout ça coûte en énergie aussi à produire. Il faut voir le bénéfice, entre guillemets, de continuer avec cette technologie. Moi, je suis assez partisan d'aller au bout de l'idée, quand on a une technologie. Si je n'avais connu que la bougie, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on aille au bout de l'idée de la bougie avant de créer l'ampoule électrique, quelque part. Donc voilà, et pareil pour l'ampoule électrique, d'aller au plus loin avant de passer à autre chose, de vraiment tirer sur la corde au maximum. Pourquoi pas, si tout le monde est d'accord. Là, on parle d'une roadmap à 10 ans pour une technologie électronique qui a déjà 70 ans. C'est ça, voilà. Quand même pas mal, on l'a bien poussé. Oui, c'est ça. En termes de cycle de vie de l'informatique. Voilà. On t'attend avec impatience pour parler du siècle du disque dur. Je serai là, monsieur. Voilà, allez, avec plaisir. Ok, bon, on a fait le tour de cette question, on a fait le tour du disque. On est à la lettre E comme électronique. C'est Xavier qui nous parle d'électronique. On va parler de tissu électronique en l'occurrence, avec des propriétés très particulières. On sait que ça bouge beaucoup dans ce domaine du tissu de manière générale, dans tous les domaines, des tissus résistants, des tissus, avec des propriétés particulières. On sent qu'il y a de véritables enjeux de ce côté-là. Et ici, les enjeux, c'est d'arriver à faire un vêtement qui pourrait porter en faire un vêtement connecté en sorte. Donc c'est une des difficultés actuellement avec les vêtements et qui fait qu'on n'a pas encore des vêtements connectés, même si on a des montres et des choses comme ça, c'est le fait que la batterie est rarement flexible et surtout rarement lavable. Et dans un article qui a été publié dans la revue Nature Communications, il y a des chercheurs qui ont présenté un vêtement pour alimenter justement des petits appareils électroniques qui sont attachés directement aux vêtements ou bien une montre connectée par exemple. Et la tenue est équipée de générateurs qui s'appellent des générateurs triboélectriques qui utilisent l'électricité statique. En gros, c'est quand il y a une petite vidéo qui le montre bien, quand la personne court, en fait, on a ses bras qui viennent frotter le torse. Alors, je trouve que sur la vidéo, le vêtement, le mouvement est un petit peu amplifié, donc on voit vraiment qu'il frotte les bras contre ses hanches. Mais il y a également un micro
micro-réseau, donc un microgrid en anglais, qui vient utiliser des piles à combustible microbiennes, c'est-à-dire qu'elles sont alimentées par la sueur et donc placées à des endroits stratégiques. Alors, on ne dit pas trop ce que sont les endroits stratégiques. Non, ça me fait peur. Voilà, j'ai vu le coût et les aisselles, mais Oula. j'espère que ça se limite à ça. Alors, le tout est stocké dans des condensateurs pour avoir un courant stable, hein, puisque comme on a l'électricité statique, il y a des pics, et ça c'est pas correct pour pouvoir faire une alimentation d'un objet connecté. Dans la démo, le vêtement est porté pendant une dizaine de minutes d'exercice et pendant 20 minutes de repos. Et pendant toute cette période, donc pendant une demi-heure, ça fournit l'énergie suffisante pour alimenter une montre LCD et un affichage électrochrome qui va rester allumé pendant tout le test. Mais la production d'énergie ici, on parle vraiment de milliwatts, donc c'est vraiment tout petit, et je vous laisse calculer combien de temps le jogger qui nous écoute pourrait alimenter sa montre connectée s'il court pendant tout l'épisode. Hein, oui, c'est ça. Ou recharger son téléphone. Oui, pour pouvoir nous écouter jusqu'au bout. Quelle distance. Mais je trouve ça plutôt pas mal, hein, franchement. Après, de nouveau, il faut voir le coût. C'est une avancée, il faut voir le coût de production de ce machin-là aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que ça rentre quand même dans quelque chose, dans un modèle industriel tenable. Et commercialement tenable également. On peut aussi revisiter du coup la chanson d'Adamo, laisse mes mains sur tes hanches, laisse-moi aussi venir me recharger, par exemple. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ceci dit, je vous le disais, hein, dans tout ce qui est tissu et vêtements, etc., on fait de plus en plus de choses. On va porter sur nous des combinaisons spatiales quasiment qui feront tout, quoi. C'est assez surprenant quand même. Affaire à suivre. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui est une petite opinion. Je me demande ce que Chanel, Courrèges et Dior en pensent, et quand est-ce qu'on va voir ça. C'est la semaine de la mode ici à Paris. On est en plus, oui, abreuvé de défilés de mode, et donc comment ça peut s'intégrer dans les créations. Lévis avait déjà fait un pantalon, si je me trompe pas, Lévis a fait un pantalon avec déjà des éléments électroniques un petit peu dedans. Comme ça, je me semble avoir vu passer une news. Il y a eu beaucoup de choses dans le domaine. Ouais, il y a 1 ou 2 ans. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses dans ce domaine-là, et aussi dans le domaine de la sécurité. Par exemple, là, on fait des vêtements aujourd'hui presque aussi fins que des t-shirts, mais qui ont des propriétés de résistance assez importantes pour les gens qui travaillent à l'extérieur, par exemple, dans des tenues plutôt qui sont en plein cagnard, par exemple, sous le soleil, sur un toit, qui ont quand même besoin d'une certaine protection, et ça leur permet d'être couverts tout en étant encore un peu à l'aise, etc. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, et ça évolue vraiment très, très, très vite et bien, et donc c'est encore des choses à suivre. Ça fait partie des nouvelles technologies, ça aussi. On est déjà à la lettre G, comme ça va vite, dites oulala, comme on est rapide, comme l'éclair. Sébastien, on parle de Google qui suit Apple sur un domaine que tu vas nous rappeler dans un instant, mais en mieux. Donc ça vaut quand même la peine d'en toucher un mot ou deux. Donc tu vas revenir sur l'historique, hein, comme d'hab. Oui, d'abord. Alors il y a 10 ans. C'est ça. Non, en une phrase d'abord, pour qu'on sache de quoi on parle, Google a décidé de ne prendre plus que 15% de commission sur les ventes sur l'Apple Store. C'est ça. C'est la news. Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette news? Et on en a déjà parlé plusieurs fois sur les technos, et j'aime bien faire le suivi des news dont je parle également quand l'histoire continue. Il y avait un débat qui a commencé, je crois que c'est l'année passée, des éditeurs de jeux essentiellement. C'était Epic qui avait mené la fronde, mais Spotify avait suivi aussi en disant dites Apple et Google, vous nous prenez 30% sur les revenus de tout ce qu'on vend sur l'Apple Store, soit les applications qui sont payantes, soit les achats qui sont faits dans l'application. C'est inacceptable, on ne veut plus partager ça avec vous, et Fortnite avait été retiré d'ailleurs de l'App Store. Premier épisode. Deuxième épisode, Apple dit on lance une version small business. Si vous faites moins d'1 million de revenus, on ne prélèvera plus que 15% plutôt que 30%. D'après Apple, et Google est dans les mêmes eaux, ils annoncent que c'est 99% des développeurs. Donc c'est l'essentielle majorité des développeurs qui ne payent plus que 15% pour les frais de commercialisation, de paiement, de marketing de l'App Store. Et donc Google s'aligne maintenant, mais un peu en mieux. Google annonce également que si on fait moins d'1 million de chiffre d'affaires sur leur plateforme, ils ne prélèveront plus que 15%. Alors pourquoi c'est mieux chez Google pour ce coup-là? C'est que Apple a dit à partir du moment où vous passez 1 million,
on vous reprend 30%, mais on reprend 30% sur la totalité, donc y compris sur le million que vous venez de faire, de 0 à 1 million. C'est pas par tranche. Dès qu'on dépasse le seuil d'1 million, c'est 30%. Et 30% d'1 million, vous avez fait $300,000 quand même. Donc on parle de beaux montants. Tandis que Google applique un système comme nos impôts, par tranche. Donc la tranche de 0 à 1 million est taxé, pour parler impôt, à 15%, et c'est seulement la tranche au-delà qui sera taxée à 30% comme avant. Et donc, si un développeur n'aura plus à craindre de passer de 999, 999 à 1 million, chez Google, ça n'a pas d'impact sur le revenu. Chez Apple, ça a un impact sur le revenu. Donc, on va voir comment Apple réagira. Prochain épisode, dans un mois ou deux, quand il y aura une news Apple de ce côté-là. C'est ça. Bah, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, j'imagine, parce que de toute façon, voilà, c'est vraiment voilà, c'était un peu, on en avait un petit peu parlé à l'époque, je me rappelle, il y a quelques semaines maintenant, on avait dit que forcément il y aurait des alignements également du côté de chez Google, et qu'à un moment donné il va y avoir aussi une espèce de concurrence qui va se jouer inévitablement entre les deux plateformes, ce qui est déjà le cas par ailleurs, hein, mais ici du côté plus des développeurs, quoi. Voilà. Je sais pas si Xavier avait un truc à rajouter là-dessus ou pas, ou... Mais ça a un impact qui est d'autant plus important qu'en fait, il y a beaucoup plus de smartphones et de devices en fait, sur Android que sur Apple. Donc, on aurait même pu imaginer l'inverse, en fait. Donc oui, il y a une grosse différence malgré tout. C'est à l'échelle mondiale hein, qu'il y a plus d'appareils Android, parce que je pense que sur le territoire américain, ça reste encore Apple qui est en tête de course, et donc peut-être que ça crée aussi un biais dans les décisions qui sont prises sur le territoire américain, du coup, tu vois, psychologiquement, se dire, voilà, enfin, je sais pas, ça reste à voir. Ars Technica, qui n'a pas été le seul à reporter cette nouvelle-là, mais c'est celui qu'on a mis dans les notes du podcast, rappelle aussi en fin d'article que c'est pas de la philanthropie ou de l'altruisme de la part de Google et d'Apple. Ils sont tous les deux sous le regard de plusieurs commissions gouvernementales pour vérifier le respect des lois de la concurrence, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, de cette façon, ils se mettent moins à dos l'immense majorité des développeurs, tous ceux qui vendent moins d'1 million par an sur leur plateforme, et donc seront peut-être moins le sujet, sous le feu des critiques. Ok, bon, c'est noté et on peut passer à la suite. Sans transition, comme on disait à l'époque au journal parlé, au journal télévisé, sans transition, nous passons à un truc qu'on connaît tous, ça s'appelle l'IBAN. Et pourtant, chaque fois on doit le chercher, parce que chaque fois on pense qu'on l'a oublié, alors qu'on l'a pas oublié. C'est super simple. Mais voilà, il se trouve que, ça je l'ai appris, qu'il y avait une discrimination à l'IBAN, que tu vas nous expliquer, Xavier, et ce qui secoue un petit peu les sphères fintech par la même occasion, c'est pour ça qu'on en parle. On aurait pu dire que comme transition, l'IBAN sert justement à faire les paiements vers les développeurs. Et donc, en fait, l'IBAN, c'est quoi? C'est le numéro qui identifie un compte bancaire dans la zone CEPA. Donc, on a tous un numéro de compte qui commence en Belgique par BE, en France FR, en Allemagne DE, etc. Et il y a plusieurs fintechs, dont Revolut, N26, SumUp, Wise, qui sont parmi les plus connus, qui sont à l'origine d'un site pour forcer des pays, alors c'est principalement la France et l'Espagne, à agir contre la discrimination à l'IBAN. Alors, qu'est-ce que c'est que cette discrimination? C'est quand un employeur ou bien un commerçant va refuser un paiement ou un virement sur base de l'origine de l'IBAN. Alors, comme l'IBAN commence par les 2 lettres qui permettent d'identifier le pays d'origine, on peut facilement savoir si un employé ou un salarié utilise un compte étranger. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai basculé pour mon compte professionnel sur N26 et j'ai régulièrement des clients qui me disent tiens, il n'y a pas une erreur dans le compte ou quoi que ce soit. Je dis non, c'est normal. D'autant que entre BE et DE, c'est très proche. Voilà, c'est relativement proche. On peut poser la question clairement. Ouais. Donc mais bon, il n'y a pas de discrimination à mon égard par rapport à ça. Mais ceci dit, cette discrimination, elle est complètement interdite par la loi. Et donc, il y a des fintechs qui ont voulu attirer l'attention des décideurs politiques en créant un site qui s'appelle acceptmyiban.org pour aider les victimes à signaler cette discrimination. Et il précise que toutes les plaintes qui seront transmises, toutes les plaintes qui sont posées là, seront transmises aux autorités
autorités compétentes, et c'est dans le but de faciliter les démarches en fait des personnes qui voudraient se plaindre de ça, parce que tout le monde ne sait pas où aller se plaindre, et tout le monde se dit peut-être voilà, moi tout seul j'ai pas beaucoup de poids, et donc voilà, c'est une pratique à l'heure où on est en tout numérique, puisqu'on ne peut pas dire digital, j'ai retenu dans l'épisode précédent. Je trouve que c'est un bon point de pousser à cette acceptation, et je pense que c'est à l'avantage de tout le monde de faire ça. Il y a aussi une discrimination aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple quand tu as admettons une chaîne YouTube et que tu veux faire venir tes paiements sur un compte, par exemple N26 comme tu le disais, ou Revolut ou autre, si tu es résident belge ou français, eh bien Google le refuse. Ils veulent un compte territorial, un compte sur le territoire du pays. C'est un peu paradoxal aussi, parce qu'on est quand même en Europe, donc je vois pas pourquoi je devrais forcément toucher cet argent sur un compte national. Donc voilà, c'est un peu particulier. Je sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous a une explication. Oui, Seb ? Une explication non, mais j'ai des tas de choses à rajouter. Vas-y, rajoute alors. Parce que, en bon citoyen européen que je suis, ayant habité à Luxembourg, en Angleterre, en France, étant citoyen belge, j'ai des comptes un peu partout. Et quand je suis arrivé en France il y a 2 ans, j'avais mon compte, j'ai toujours mon compte luxembourgeois. J'ai travaillé 20 ans à Luxembourg, donc c'est normal. Je ne blanchis pas d'argent, rassurez-vous. Mais quand j'arrivais avec mon compte luxembourgeois pour payer mon loyer ou pour n'importe quoi. J'ai travaillé à Panama aussi. Et chaque fois ici, on me regardait comme si je venais d'une république bananière. Quoi, Luxembourg, pas question, etc. Bon, première année, j'ai laissé passer. J'ai pris un compte dans une banque française comme tout le monde. Et puis Revolut m'a justement envoyé un mail, parce qu'ils sont assez bons pour ça, il y a plus d'1 an déjà, en disant voilà, il y a cette discrimination à l'Iban. À l'époque, Revolut c'était GB, maintenant c'est LT, c'est en Lituanie depuis le Brexit. Ils sont vraiment dans la zone euro. Et ils avaient donné une lettre type avec les liens vers le règlement européen, les transcriptions dans les droits nationaux, puisque les règlements européens doivent faire l'objet d'une transcription dans les droits nationaux. Et chaque fois que quelqu'un refuse mon compte LU quelque chose, ou LT quand j'essaye de payer avec Revolut, je me fais un plaisir de le répondre. J'ai mes lettres types, que ce soit par courrier, par email, etc. Et je me suis lancé il y a 1 an à peu près dans une quête un peu Don Quichoteste, si ça se dit, de vivre en France sans un compte en banque en France. Alors j'y suis pas encore, mais j'ai une victoire dont je suis très fier. J'ai fait changer Engie, qui est mon fournisseur d'électricité, où sur leur site web, il y avait moyen que de rentrer un IBAN qui commençait par un FR. Donc je leur ai envoyé le courrier, etc. Pas rien pendant plusieurs mois. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Bonjour, machin, service NJ. Je voudrais vous dire que suite à votre plainte, nous avons changé notre système. On aimerait bien utiliser votre cas comme testeur. Est-ce que vous êtes d'accord de tester vos prochains paiements ? Et je vais sur le site d'NJ France. Et effectivement, sur le site d'NJ France, maintenant, on peut mettre n'importe quel compte IBAN. Et c'est passé. Et j'ai une domiciliation NJ maintenant. Et j'ai réussi à changer pas mal de choses. Mon propriétaire, Orange, accepte maintenant aussi... Juste un truc. Le petit problème qu'il a maintenant, c'est la rallonge jusqu'à la frontière belge, mais ça, c'est un autre problème. Les 3 qui me posent encore problème, c'est le gouvernement français pour les prélèvements, pour les taxes locales, etc., qui n'accepte que les comptes FR et MC, Monaco. On se demande pourquoi. Parce qu'ils ont travaillé... La sécurité sociale, là, je paye rien, c'est eux qui me payent, mais ils veulent pas payer ailleurs que FR. Et ma mutuelle, donc ce qui est l'équivalent en Belgique, l'assurance complémentaire santé. Ouais. Là aussi, je paye rien, c'est eux qui me remboursent. C'est les 3 qui me restent. Le reste, j'ai réussi à tout changer. Peut-être que dans 1 an, je pourrais dire, il y a moyen de vivre en France sans avoir un compte en banque qui commence par FR. C'est pas une question de boutique ou quoi que ce soit, mais on vit en Europe, donc on pourrait imaginer que le service bancaire soit européen aussi, et voilà, qu'il n'y ait pas de frontières à ce niveau-là. C'est ce qui est quand même un petit peu ridicule aussi, quoi. Je veux dire, voilà, c'est donc voilà. Comme ça, on aura parlé de cette fameuse discrimination à Liban. On en aura appris un petit peu plus à ce sujet. Je vois Xavier est très occupé. Il répond en même temps aux questions qu'on lui pose. Il fait tout en même temps. C'est monsieur. J'essaie de répondre à la suite. Et j'ai une petite pensée pour Thierry, qui doit être un des seuls à avoir un compte en Suisse parmi la bande. Il est concerné, puisque j'ai appris que la Suisse est dans la zone CEPA, et donc rassure-toi, tu as la chance d'avoir un compte en Suisse, et bien tu es concerné par la news.
Et on salue Thierry par ailleurs, qu'on retrouvera prochainement, je ne sais pas dans quel épisode, mais dans les semaines qui viennent. Oui, Sébastien. J'ai été contacté par une fintech établie à Luxembourg qui va lancer un nouveau service financier, une banque online comme ceux qu'on a cités, celles qu'on a déjà citées, et qui, elle, offre la possibilité de choisir un ou plusieurs pays. Et donc, avec un compte dans cette banque, ils peuvent avoir plusieurs IBAN et on peut choisir, je veux un IBAN belge ou luxembourgeois ou français, etc. pour le même compte. Et je trouvais ça une très bonne idée. Depuis que j'ai dit oui, je veux bien faire partie de la bêta, j'ai plus entendu parler de oui, c'est une bonne idée, mais en même temps, c'est un contournement un peu idiot. Il vaudrait mieux que ce soit. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est un peu. Voilà. Mais voilà. Donc autant le savoir, effectivement, parce que c'est vrai qu'en plus j'y pense. Plus je me dis qu'il n'y a pas de raison. Mais bon, je vais pas m'indigner ici, mais voilà. Voilà. On passe à la suite. Passons à la suite. La lettre J, alors ça c'est assez rare qu'on fasse ça, mais c'est la lettre J comme Justin. Non pas le chanteur, un autre Justin. Quand Justin revient. Alors là de nouveau, tonton, tu vas nous expliquer qui est Justin, l'histoire de Justin, de sa naissance à aujourd'hui. Qui est-il, que fait-il, quel est son métier, ça c'est important, et pourquoi est-ce que c'est important de le signaler aujourd'hui? J'aime bien faire des titres mystères comme ça. Oui, bah oui. Après c'est moi qui dois essayer de les vendre, tes titres mystères, je tiens à le signaler. Non, mais j'aurais pu dire I comme Intel ou M comme Mac. Par exemple. Mais I était déjà pris avec IBAN, donc voilà. Justin, c'est pas Justin Timberlake, c'est pas un chanteur, c'est un acteur qui s'appelle Justin Long. Et les plus anciens d'entre vous se souviennent qu'entre 2005 et 2004, 2005 et 2009, il y a une campagne de pub d'Apple qui m'a beaucoup fait rire à l'époque, que j'aime beaucoup, qui avait marqué mes esprits, mais je fais partie de cette génération qui aime bien les publicités quand elles sont bien faites, quand elles sont créatives et intelligentes. Et donc cet acteur jouait le rôle, il y avait deux acteurs dans ces publicités, c'était des publicités sur fond blanc, ceux qui regardent la vidéo me voient maintenant sur un fond blanc, c'était comme ça, où il y avait deux mecs, un mec un peu bedonnant, un peu sympa, avec une bonne tête, le business guy typique, il avait une cravate, un costume, etc. Et puis il y avait un jeune, Justin, en tout cas c'est le nom de l'acteur, Justin, cool, en jeans, avec une chemise qui rentre pas dans son pantalon, etc. Et l'un représentait le PC et l'autre représentait le Mac. Je vous fais pas le dessin, lequel représentait le PC et lequel représentait le Mac. Et toutes ces pubs des années 2000, c'était des petites scénettes qui mettaient ces deux personnages en scène et en opposition, avec l'un qui essayait de faire quelque chose et l'autre qui arrivait à le faire beaucoup plus facilement. Et c'était Hello PC, Hello Mac. Et puis il arrivait toujours quelque chose au PC. Je me souviens de cette pub où il se bloquait et puis ça a marché. Où il se bloquait. Il est fou, j'ai fait mon pacemaker est mort. C'était très bon, bravo. Et le Mac disait, bah oui, le PC, ça lui arrive de temps en temps, faut le rebooter. Et puis voilà. Et enfin, il y avait une autre pub où le PC sortait d'une caisse. À l'époque, quand on achetait un PC, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait 15 000 caisses parce qu'il y avait les haut-parleurs, l'écran, le clavier. Ne fais pas de caisse, s'il te plaît. C'était pas mon intention. Et donc, pourquoi est-ce qu'on reparle de Justin maintenant? Parce que Intel, qui se sent un peu menacé, c'est ça, là c'est beaucoup plus sérieux, lance une campagne contre les Mac, alors qu'Intel est quand même un partenaire, je ne vais pas dire historique, mais des 10 dernières années pour Apple, où il positionne les PC Intel comme étant capables de faire des choses que les Mac ne sont pas capables de faire. Et donc, ils ont relancé une campagne avec 5 ou 6 spots vidéo qui sont disponibles sur YouTube. Et c'est ça qui est comique et intelligent. Ils ont réengagé le même Justin pour parler de ce qu'un Mac n'est pas capable de faire et ce qu'un PC avec un processeur Intel est capable de faire. Et donc on retrouve Justin 15 ans plus tard, il est un peu vieilli, comme nous, mais il explique que, ah bah oui, tiens, tu fais quoi là? Moi je joue, je suis sur un jeu en 3D, machin, etc. Et puis Justin se regarde, tiens, et là devant le Mac, il y a... il y a personne, parce qu'il n'y a pas de jeu sur Mac. Voilà, c'est un peu dur, c'est la comparaison, c'est comme ça. C'est un superbe clin d'œil à la campagne de pub qu'Apple avait fait avant, reprendre le même acteur dans les mêmes codes graphiques
dans le même ton que la pub d'il y a 10 ans. Je trouve ça un joli coup de la part d'Intel, mais ça montre qu'Intel se sent un peu menacé, et c'est ça le sérieux de l'application, de la news, avec le Apple Silicon, les M1 qui viennent de sortir. Oui. Et les annonces à venir, je pense est-ce que je dis pas une bêtise, il y a une présentation Apple début de la semaine prochaine. Il me semblait que j'avais noté quelque part la date du 23, mais je suis pas tout à fait sûr. Quoi qu'il en soit, on sait que ça va évoluer. Encore le M1, ce n'est que le début, et que donc ça va un peu chauffer du côté de chez Intel, et que donc ils se positionnent quelque part. Ils ont peut-être raison aussi de le faire. Hein. C'est la libre concurrence, et ils ont tout intérêt à remettre en avant aussi les capacités de leurs processeurs, de leurs outils. Voilà, c'est important aussi. Xavier. Je confirme une keynote peut-être le 23. Elle était annoncée avant, mais ce sera sans doute le 23 en même temps que la keynote de OnePlus. Oui, effectivement. D'accord. Il y a OnePlus qui va présenter une montre connectée, si je dis pas de bêtises. Alors, à la base, ils présentent surtout le OnePlus 9. Et ils ont fait du teasing effectivement sur la montre connectée que je regarde un petit peu avec impatience, parce que j'ai un smartphone OnePlus, j'aime assez bien leurs appareils, et ça pourrait être la montre qui me ferait franchir le cap, parce qu'ils annoncent une autonomie d'une semaine plus ou moins dans ce qu'on voit quoi dans les teasers. J'étais en train de me dire, si j'étais spectateur de ma propre vidéo, de mon propre podcast, je me dirais, ça c'est un placement de produit. À coup sûr, c'est un placement de produit. C'en est pas un. Je vous rassure tout de suite, même si Xavier essaye. J'ai pas dit que j'allais l'acheter. Il essaye de le recevoir gratuitement en échange de largesse. Mais non, ça n'ira pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, Xavier. Tu sais bien, je suis contre. Donc voilà. La seule montre que j'ai failli acheter, c'était la Pebble à l'époque. Et oui, c'est le juste. jour où je me décide à l'acheter, ils annoncent la fermeture. Ouais. La fermeture. Sébastien. Ouais, juste encore un truc oui. puisqu'Apple va faire. Merci Xavier d'avoir confirmé qu'Apple fait une conférence la semaine prochaine. Apple a rappelé que les M1 qu'ils avaient présentés pour le moment, c'est de l'entrée de gamme, c'est du consumer. Oui. C'est du machine grand public. Donc ils ont encore des trucs sur le coude. Ouais, ils ont aussi, alors là vraiment on fait une grosse aparté, on n'est plus dans le sujet, mais ils arrêtent aussi la production de l'iMac Pro. J'ai vu ça, donc à mon avis le prochain processeur du même genre, on va dire ça comme ça, ou une évolution de celui-là, ce sera dans un iMac, et ça va faire très très mal. Mais voilà, n'anticipons pas, on en reparlera. On en reparlera la semaine prochaine s'il y a lieu, évidemment, comme on a l'habitude de le faire. N comme Nest Hub. Google lance un nouveau Nest Hub pour paraît-il, mieux dormir. Moi, je pensais que tous ces appareils électroniques, c'était mieux de ne pas les garder dans la chambre. On va en parler. Donc voilà, Xavier, explique-nous. Alors, c'est le grand retour de Soli. Est-ce que vous savez ce que c'était que Soli ? Soli. Non. Non, sur Twitch non plus, non, personne. C'était un radar miniature sur lequel Google a bossé depuis quelques années et qui a équipé notamment le Pixel 4. Et c'est un capteur qui permet principalement la reconnaissance faciale, mais aussi de détecter des mouvements. Alors, une espèce de lidar en gros, c'est une espèce de petit radar comme un lidar. Et Google a décidé d'en équiper un nouveau Nest Hub, qui est un écran connecté, et celui-ci est destiné à être posé sur la table de nuit. Alors on va en reparler par après, mais le but annoncé de cet appareil est d'améliorer le sommeil, en tout cas c'est ce qui est annoncé, en analysant les mouvements nocturnes, les variations de température, de luminosité, les ronflements, la toux, et au réveil, on va pouvoir questionner et dire « Ok Google, comment ai-je dormi ?» et on va recevoir un petit bilan de sa nuit. Alors les données seront accessibles dans Google Fit évidemment, qui est l'application santé de Google, et le Hub proposera des routines de coucher et des conseils personnalisés. En tout cas, ils appellent ça des conseils personnalisés pour mieux dormir. Alors il y a évidemment, comme on l'imagine, beaucoup de critiques sur la collecte de données qui pourraient apparaître.
puisqu'on collecte des données qui sont vraiment très intimes. On est dans la chambre à coucher des gens, il y a un micro, on détecte les mouvements, etc. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait comprendre du sommeil ou de la nuit agitée ou non des personnes. Et Google a pris les devants. Ils ont annoncé qu'on pourrait désactiver le tracking au besoin. Donc en gros, on saura quand vous avez envie de faire des choses pas nettes et que les données audio ne quitteraient pas l'appareil. Ça, c'est quand même un point important. Ils annoncent en tout cas que les données seraient stockées sur l'appareil et ne seraient pas envoyées vers les serveurs. Alors, ils annoncent également que la pub ne serait pas ça ne servira pas à faire de la pub personnalisée. Suite à l'usage de cet appareil, mais évidemment il y aura peut-être quand même un profil pour d'autres choses, mais en tout cas pas pour les pubs personnalisées suite à ça. Alors pour le moment, là où le bas blesse aussi, c'est que le suivi du sommeil va être une fonctionnalité gratuite, mais seulement jusqu'à la fin de l'année. Donc ils étudient une intégration également avec l'offre de Fitbit qui a été rachetée par Google récemment. Donc voilà, est-ce que vous poseriez ça sur votre table de nuit? Personnellement, c'est vraiment pas un objet que je mettrais moi sur la table de nuit, mais voilà. Oui, oui et non, pourquoi pas, mais il faut avoir confiance, quoi. Voilà, mais bon, par ailleurs, je veux dire, on a tous des voisins qui ont peut-être les oreilles plus affûtées que les gens de chez Google, hein, il faut être honnête aussi. Oui, mais tu as déjà les trackers d'activité, tu as déjà des fonctionnalités combinées à des smartphones, je trouve ça moins invasif, tu l'allumes et tu l'utilises quand tu en as besoin. Voilà, exactement. Personnellement, je serais plus d'avis d'utiliser un tracker d'activité ou une montre connectée dans ce cas. Juste pour nos auditeurs, parce que tu l'as fait, mais tu l'as pas fait assez fort à mon avis, il faut vous dire « Ok Google, mets le volume à fond ». Voilà, comme ça c'est pour nos amis qui nous écoutent, et c'est pour Glynis également sur le chat qui nous a fait la remarque, mais voilà, ils sont tous en train de remettre le volume. C'est une type qui écoute en pleine nuit, tu vois. Donc voilà, rien que ça me fait rire. Moi c'est le genre de truc, ça me fait rire. Je crois que je suis arrivé au 297e épisode uniquement pour avoir ce plaisir là. Je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que Alexa fait pareil? Oui, bien sûr. Et Alexa m'a fait rire l'autre jour, c'est hors sujet, mais si tu lui parles en chuchotant, elle te répond en chuchotant aussi. J'étais mort de rire quand j'ai découvert ça. Bon, ça pose une autre question quand même, parce qu'on touche quand même à la santé, la qualité du sommeil, c'est la santé. Donc c'est une fois de plus un paramètre santé qui s'en va dans la nature. Et on en a déjà parlé maintes et maintes fois, on en parle de plus en plus, ne serait-ce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vaccination et j'en passe, je vous fais pas de dessin. Bon, voilà, c'est quand même un petit peu inquiétant de se dire que c'est un paramètre de plus que l'on donne à ces entreprises qui vont bien trouver un moyen de les monétiser à un moment ou à un autre, et ce sera peut-être à notre dépens. Donc attention quand même. Je dis pas de bêtises. Pas de bêtises. Donc voilà, juste un petit point d'attention que je voulais relever avant de passer à la suite, par exemple. Comme NFT, quand les tokens sont non fongibles, j'ai l'impression d'être à Radio Londres. Les Français parlent de français. Les sandales de Jacques ont disparu. Je répète, les sandales de Jacques ont disparu. Le vélo de Micheline. Voilà. Mais tu vas nous expliquer tout ça par le menu. Saviez-vous qu'il y a des tokens fongibles et des tokens non fongibles? Non. Savez-vous qu'une pièce de 1 euro est fongible, c'est-à-dire qu'elle est substituable par n'importe quelle autre pièce de 1 euro? C'est ça. Une pièce de 1 euro, peu importe laquelle c'est, ça vaut 1 euro. Vous pouvez l'échanger contre une autre pièce d'1 euro. Donc c'est un jeton, un token qui est fongible. Un token non fongible, c'est un token unique qui a sa valeur intrinsèque par lui-même et que vous ne pouvez pas échanger avec un autre token non fongible. Alors, de quoi qu'il est question ici? Il est question de vendre des œuvres d'art, mais cette fois-ci des œuvres d'art digitales. Comment est-ce que vous vendez une œuvre d'art digitale aujourd'hui? Ça peut être de la musique, ça peut être une représentation graphique, un tableau dessiné électroniquement, puisque tout ce qui est numérique, je vois Xavier tout ce qui est numérique peut se repliquer à l'infini, et donc comment est-ce que je peux prouver moi que je suis le propriétaire d'une œuvre d'art digitale? Eh bien, grâce aux tokens non fongibles et à la blockchain, et revoilà la bonne blockchain que nous aimons bien.
Voici une autre application de la blockchain. L'idée, c'est de délivrer un certificat de propriété qui est validé avec les principes cryptographiques de la blockchain pour prouver que c'est toi, Marc, qui est l'heureux propriétaire de telle œuvre. Et si tu décides plus tard de revendre cette œuvre à quelqu'un d'autre, bien ça sera une transaction blockchain, comme quand on achète des bitcoins, pour montrer que la propriété a été transmise de toi vers le nouveau propriétaire. Et à tout moment, on peut opposer ce token non fongible, donc le dernier élément de la blockchain, qui montre que c'est moi le propriétaire. Et donc c'est un système de certificat, en quelque sorte, qui sert à attester que quelqu'un est propriétaire d'une œuvre non matérielle, que ce soit de la musique, que ce soit une peinture, que ce soit un élément digital. Et il se fait que ça se fait de plus en plus. Il y a des artistes qui créent des œuvres digitales et qui les vendent grâce à ce système NFT qui permet d'authenticiter l'acte d'achat et la propriété d'une œuvre. Il y a même des ventes aux enchères, puisque chez Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères londonienne, si je ne dis pas de bêtises, s'est vendue une œuvre d'art numérique à 69 millions de dollars il y a quelques jours, grâce à cette confiance qu'on peut avoir maintenant dans ce certificat cryptographique blockchainisé de C'était un propriété. simple JPEG, si je ne me trompe pas. Oui, en soi, c'est juste une image. Oui. mais enfin, on peut dire, la Joconde, c'est juste une toile avec un peu de peinture dessus. Oui, c'est ça, c'est de la peinture, Oui, c'est juste de la important peinture. de le dire quand même, c'est un JPEG, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais parlé de la qualité du support des toiles des grands maîtres. Hein. C'était juste du tissu. Là, c'était du carton. Ça vaut rien. C'est vrai. Donc voilà, c'est que ce soit un JPEG, un GIF ou un PNG. Mais tu le copies plus facilement malgré tout. Hein. Donc effectivement, tu as cette trace. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, mais tu restes propriétaire de l'œuvre et donc tu peux, a priori, en tant que propriétaire, enfin l'original, pour autant qu'il y ait une définition d'original, mais tu peux aussi définir les droits d'utilisation, éventuellement si les gens qui la reproduisent te doivent des royalties ou pas, en tant que propriétaire, c'est à toi de définir ça. Alors il y a un aspect légal que j'ai pas creusé, et j'aimerais bien avoir une discussion avec un juriste, un spécialiste de la propriété intellectuelle, pour voir justement quelles sont les protections contre la copie, les possibilités de demander des royalties, etc. sur ce genre de choses. C'est un nouveau domaine. Je ne sais pas s'il y a déjà la jurisprudence, mais il y a déjà des sites web qui vous permettent de faire valider une pièce d'art que vous avez produite et donc de générer le premier token de la chaîne en disant c'est moi le propriétaire, et donc c'est ça qui vous permet après de le vendre. Et il y a aussi évidemment des places de marché où on peut s'échanger des pièces d'art au sens très très large de ce que c'est l'art, hein, des pièces d'art numériques en échange d'un token, et souvent ça se paye en bitcoin aussi, mais enfin ça pourrait se payer autrement. Ici l'un n'est pas nécessairement lié à l'autre, même si c'est la même technologie qui est utilisée en dessous. Jack Dorsey, qui est le créateur de Twitter, a vendu ainsi son premier tweet à 2,5 millions de dollars. Il y a quelqu'un qui a acheté le tout premier tweet de l'histoire de l'humanité, le tweet de Jack Dorsey qui disait hey, j'essaye Twitter a été vendu ainsi et identifié par un NFT. Donc voilà, si vous sentez une âme artistique, que vous avez envie de vendre quelque chose de digital, vous pouvez aller sur un des sites web dont vous trouverez les liens dans les deux articles qui sont dans les notes du podcast. Sans les pousser à l'excès, c'est peut-être une solution à l'industrie musicale, pour l'industrie musicale qui a payé prix fort de la numérisation. Et donc de pouvoir ainsi, c'est ce qu'on souvent on a dit, hein, si on avait eu la blockchain à l'époque où on a créé le fichier MP3, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On fait les choses différemment. On aurait fait les choses différemment, parce que l'idée, c'est de là, on multiplie, comme tu le disais très bien, Xavier, on peut le dupliquer comme on veut, le fichier MP3 comme le JPEG du monsieur, clairement, mais sur l'aspect propriété du fichier, il serait intéressant de lier ça à la possibilité d'écouter le fichier MP3 en l'occurrence. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Moi, de blinder un peu le sujet. Ça fait partie des choses dans le monde de la crypto que j'ai pas assez suivi, mais je me demande, en dehors de l'aspect monétisation et donc valorisation de l'objet, on a déjà des licences qui peuvent être attribuées à des créations numériques, etc. En Europe, on a le BEIP qui permet de protéger un logo et des choses comme ça. Et donc, sur l'aspect purement protection, je vois pas vraiment d'avantage. Maintenant,
sur la valorisation, oui, s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir cette preuve qu'ils sont les propriétaires, ok, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Je me pose la question. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme un acte notarié pour prouver la propriété de quelque chose. Ouais. Moi, j'allais un peu plus loin dans ma réflexion, c'était de conditionner la possibilité de profiter de l'œuvre au fait d'avoir le token. Voilà. Et là, on parle il y a une différence entre ce que tu dis et les NFT tels qu'ils existent aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a un token pour une œuvre d'art. Et donc, il y a un propriétaire à un moment donné. Ça, voilà. Dans le cas de la musique, ça serait du 1 to N, puisque à partir d'une œuvre originale, je licencie le droit d'utilisation, d'écouter dans ce cas-là. Ça s'appliquerait aux livres aussi, à des milliers ou des millions de personnes. Donc, c'est un peu différent. Je ne pense pas qu'il y ait moyen de le faire avec des NFT aujourd'hui. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel il y a certainement des gens qui réfléchissent pour le moment. Je fais une parenthèse par rapport à l'œuvre en question dont tu parlais, le fameux JPEG de Xavier. Vous vous rappelez oui, vous vous rappelez de 1 Million Page, la page à $1 million, où le gars avait une idée sensationnelle qui était de dire je vais mettre une grille d'1 million de pixels et les gens vont m'acheter des pixels pour y mettre leur logo, leur marque ou simplement avoir une empreinte. Je pense que il peut encore gagner de l'argent avec sa page à $1 million en la revendant à une personne unique parce que ça ressemble quand même très fort. Hein. Très honnêtement. C'est moche, quoi. C'est vraiment très, très moche. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça pour les vieux du web. C'était la séquence vieux con. Une fois de plus, ça peut arriver de temps en temps. Encore, n'ayez crainte, ça ne va pas rajeunir non plus. Hein. Voilà. Passons à la suite. La lettre N comme Noé, Xavier, la Lune pourrait devenir la prochaine arche de Noé. Xavier, as-tu tout tes billes dans le même panier? Alors, petite remarque. À l'épisode précédent, il n'y a pas eu de oui mais non. J'ai vu que vous en étiez fort attristé et Marc a fait la promesse qu'on allait essayer de faire un oui mais non. J'ai entendu l'épisode récemment et j'ai bien rigolé dans ma voiture. Alors, ceci n'est pas un oui mais non, même si certains passages pourraient y faire penser. En fait, il y a si on veut faire un peu un titre putaclic, hein, comme on dit, il y a des scientifiques qui veulent envoyer du sperme sur la Lune. Voilà, ça c'est le titre putaclic. Et pas qu'un peu. Ils veulent envoyer 6,7 millions d'échantillons. Voilà. Alors pourquoi? On va expliquer ça un petit peu plus en détail. C'est une news qui est très sérieuse. En fait, à cause de la guerre, des changements climatiques, des pandémies, des astéroïdes qui peuvent heurter la Terre, il y a de nombreux risques d'extinction de la vie sur Terre ou en tout cas de certaines espèces. Il y a donc un ingénieur qui a présenté dans une conférence tout ce qu'il y a de plus sérieux, une solution qui s'inspire je m'excuse pour la prononciation, du Svalbard Global Seed Vault. C'est en fait une réserve mondiale de semences qui est stockée dans une chambre forte, un coffre-fort sur une île norvégienne. Le problème, c'est qu'il y a une fuite d'eau récemment suite à la montée des eaux, la fonte des glaces, etc. Et la réserve est... oui, ça a été inondé. La réserve est en... Voilà, pardon. Donc, la réserve est en danger à cause de cette montée des eaux. Et donc, ils ont cherché... Il a coupé son micro, du coup, Xavier. Oui, ça va être difficile. Donc, ils ont cherché un meilleur endroit et ils ont pensé à la Lune. Donc, on parle bien de l'astre. Hein. Et donc, l'objectif est de stocker des graines, des spores, des spermatozoïdes, des œufs. Oui. C'est difficile. Oui. Des œufs congelés de 6,7 millions d'espèces animales. On te laisse, hein. Voilà, merci beaucoup. C'est sympa. Et pour y arriver, ils devraient procéder à 250 lancements pour transporter à chaque fois 50 échantillons de chaque espèce. Donc ils veulent stocker tout ça sur la Lune, dans des anciens tubes de lave, puisque la Lune était un astre qui a connu une activité volcanique assez importante. Et donc, pour préserver au maximum ces échantillons, ils ont analysé le fait que sur la Lune, en fait, c'était un endroit idéal parce que il y a déjà une température qui peut être très basse. C'est compatible avec la cryogénisation de ces embryons. Ça peut être protégé en partie si c'est en profondeur dans des tunnels de certains astéroïdes, etc. Et surtout, il y a moins d'éléments aléatoires ou de dangers que sur
la Terre apparemment. Ouais, donc c'est pour protéger des espèces qui sont sur Terre. Eh bien, le meilleur endroit, c'est un petit peu comme pour les backups, c'est de disposer de son backup à d'autres endroits. Eh bien, c'est ce qu'ils veulent faire ici. Donc c'est très sérieux, même si ça nous a fait sourire. En toute logique, c'est vrai que c'est pas là qu'il y aura un dégât des eaux, hein, c'est clairement. Par contre, après, pour aller récupérer les petites graines, si on est à court, ça va dire. Oui. Voilà, c'est un peu particulier quand même. Ça voudrait dire qu'il y a encore des gens qui sont capables d'aller chercher les petites graines et de savoir s'en servir en plus. Si on peut faire revenir des fusées de Mars, finalement, la Lune, c'est une autre histoire. On l'a pas encore fait, hein. Non, mais je veux dire, c'est ce qui est prévu. Donc, Lune, bien sûr. La Lune, on y a déjà été, on en est revenu, hein. Donc, oui. Oui. Justement, on en est revenu. Justement, c'est ça. Donc voilà, oui, en même temps, c'est vrai là on fait un peu les oiseaux, mais c'est pas complètement crétin. Il faut être clair. Mais pourquoi sur la Lune? Ça pourrait très bien être dans un satellite ou tu vois, ou l'ISS où il y aurait Enfin, je vois pas quel volume ça représente non plus, très honnêtement. J'avais déjà vu des images de la station souterraine en Norvège, donc Xavier a parlé, c'est énorme, hein, c'est grand. C'est vrai. Il y avait beaucoup. Donc voilà, mais c'est intéressant comme voilà, c'est pas très positif, je veux dire, d'imaginer ce genre de choses en disant tiens, on sait jamais si ça pète, si on est tous morts, machin, etc. Donc voilà, il y a un petit côté un peu dramatique là derrière, mais en même temps, bon voilà, c'est une et si on est tous morts, qui va aller la chercher? Ah, je ne sais pas, moi. Ça, c'est vous débrouillez-vous. Les habitants de Mars. Voilà. Maintenant, il faut trouver des donneurs aussi. Donc, il va falloir un paquet, hein. Et voilà, ça va. Bon, on peut, oui. Et on va nous dire qu'on est sexiste, mais on a parlé de sperme et de graines, mais oui. Ça ne vous échappera certainement pas que du sperme tout seul, ça suffit pas. Non, c'est ça. À part faire des cartes de France, je vois pas très bien. Il manque un composant essentiel. Quand oui, c'est ça. Voilà. J'espère qu'ils y ont pensé aussi. Oui, moi aussi, parce que là, pour le coup, ce serait ballot quand même, tu vois. C'est que l'Arche de Noé, mais il y a que des mâles. On mettrait pas quelques femelles, chef? On a oublié un petit truc. Il y a plus de place. Ça, ce serait vraiment ballot. Bon, allez, on passe à la suite. On rigole, mais bon. Allez, on va parler du RSA. En France, le RSA, c'est Sébastien. Je sais pas, revenu de solidarité active, un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction. Oui, mais ça n'a rien à voir. On va pas parler de ça. Voilà. Bah non, pas du tout. Donc, on parle de chercheurs qui sont au RSA, mais qui sont sur un autre RSA en l'occurrence. Qui cherchent comment casser le RSA. Le RSA, c'est l'algorithme créé par 3 chercheurs en cryptographie qui s'appellent toujours d'ailleurs Rivers, Shamir, et j'ai oublié le troisième, pardonnez-moi, mais donc ce sont les initiales des 3 noms des créateurs, et c'est l'algorithme qui était la base de la cryptographie qu'on utilise tous les jours. Quand vous avez un petit cadenas dans votre browser, quand vous faites de l'HTTPS, c'est parce qu'il y a du RSA en dessous pour chiffrer une partie, pour chiffrer un échange de clés. J'y reviendrai dans un moment. Quand vous faites une signature électronique, ou en Belgique, quand vous faites une signature électronique avec votre carte d'identité numérique, il y a du RSA. Quand vous administrez, puisqu'on est un public de geeks technophiles, il y a certainement des admin systems. Quand vous installez un certificat, quand vous générez une paire de clés, que ce soit pour SSH, pour des certificats, eh bien c'est de nouveau RSA. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent à comment casser RSA, parce que quand on va casser RSA, on aura un problème. Le monde entier aura un problème. Ouais. C'est l'essentiel de la cryptographie aujourd'hui, bien que la cryptographie ECC, Elliptic Curve Cryptography, prend de plus en plus d'ampleur, mais une bonne partie de la sécurité d'Internet repose sur RSA. Et un chercheur très sérieux allemand a dit j'ai cassé RSA. Et on a 2 minutes là, je peux expliquer comment ça marche RSA et comment on peut casser RSA, si ça peut donner des idées peut-être à nos auditeurs, parce qu'il y a de l'argent à se faire. Celui qui va casser RSA, il casse toute la cryptographie moderne et le système de signature numérique. C'est un chercheur très sérieux, c'est un peu un rigolo qui a dit ça, mais il a été relativement vite démenti par ses collègues. Donc le chercheur, c'est un cryptographe allemand, le docteur Klaus-Peter Schnorr, qui a publié un papier, parce que c'est comme ça que ça marche dans le monde de la recherche sérieuse, en indiquant un mécanisme pour
pour arriver à factoriser des nombres entiers. J'y reviendrai dans un moment, je vais expliquer ce que c'est. Et ce papier a été analysé par d'autres chercheurs qui, dans les semaines qui viennent, ont publié 3 autres papiers pour dire oui, mais il y a quelques biais dans son analyse, il y a des hypothèses qui sont incorrectes au départ, et donc non, ce n'est pas une solution générique et générale pour casser le RSA, ça marche dans certains cas très précis, et donc ce n'est pas une faille de l'algorithme. Ouf, on est sauvé pour cette fois-ci, on peut continuer à utiliser le RSA. Alors, RSA, ça marche comment ? Il faut savoir, quand vous chiffrez, il y a grosso modo, pour vulgariser, il y a 2 familles d'algorithmes. Il y a les algorithmes à clé symétrique et les algorithmes à clé asymétrique. À clé symétrique, ça veut dire qu'on a la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Si je veux envoyer quelque chose à Xavier, je vais générer une clé, et puis je vais chiffrer avec ma clé, je vais envoyer le truc chiffré à Xavier, et puis Xavier devra avoir ma clé pour pouvoir déchiffrer. Et là, vous voyez qu'il y a peut-être un petit souci, c'est comment est-ce que je transporte cette clé à Xavier ? Puisque par définition, peut-être que je peux la chiffrer avec une autre clé, oui, mais comment je vais transmettre cette clé-là, etc. Donc souvent, il y a des moyens out of band pour échanger les clés. On fait ça par disquette, par machin, par un autre média, par un autre moyen. Et donc, il y a ses limites. Donc, on est venu avec une idée où on peut chiffrer des données avec 2 clés différentes. Et c'est ça le RSA. Je génère une paire de clés. Une partie de ma clé sera privée. Il n'y a que moi qui la connais, personne d'autre. Et une partie est publique et je peux la donner à tout le monde. Et donc, si je veux chiffrer quelque chose avec le RSA, je vais chiffrer avec ma clé privée à moi, qui est secrète, il n'y a que moi qui la connais. Je vais envoyer mon fichier et celui qui veut le décoder, il peut obtenir ma clé publique, qui est publique, donc je la publie sur mon site web, je l'écris, je la tague sur le mur de ma maison, on s'en fout, c'est public, et à partir de là, vous pouvez déchiffrer le fichier que je vous ai envoyé. Donc il n'y a plus ce problème d'échange de clés. On utilise beaucoup RSA pour faire ça. Par exemple, quand votre navigateur établit une connexion SSL, le chiffrement de la connexion SSL se fait avec des clés symétriques, donc la même clé, parce que c'est plus rapide, c'est plus efficace en temps calcul, mais pour s'échanger cette clé symétrique, on va utiliser une clé asymétrique, on va générer une clé unique pour la session, le browser va faire ça, elle va être chiffrée avec la clé privée du client, on va l'envoyer et le serveur pourra déchiffrer la clé et ainsi établir un canal de communication avec la clé symétrique. On utilise aussi RSA pour la signature électronique, dans l'autre sens. Si je veux signer quelque chose, eh bien, je vais chiffrer avec ma clé privée. Comme ça, il y a que moi qui peut générer la signature, et tout le monde peut vérifier ma signature en utilisant ma clé publique pour vérifier que c'est bien moi qui ai signé ce point-là. Donc il y a 2 clés, une clé privée, une clé publique. Et comment est-ce qu'on casse RSA ? C'est très facile, on résout un vieux problème mathématique que personne n'a résolu jusqu'à présent, qui est la factorisation des nombres premiers. Pour générer les paires de clés, il faut 2 nombres premiers. C'est quoi un nombre premier ? Vous me rappelez ça ? C'est un nombre divisible par lui-même ou par 1 ? Exactement, par exemple 3, 5, 7 sont des nombres premiers. Et il se trouve que quand on multiplie 2 nombres premiers, par exemple je prends 3 et 5, 3 fois 5 ça fait 15, eh bien c'est un problème mathématique insoluble aujourd'hui de dire si j'ai 15, c'est le décomposer en ses facteurs premiers. 15 c'est 3 fois 5. Alors évidemment, avec 15, c'est facile, mais si je vous donne des nombres premiers où il y a 10, 15, 20, 30 chiffres et que vous en prenez 2 comme ça et que vous les multipliez, vous obtenez un autre nombre, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de méthode de calcul en temps fini qui permet de décomposer en nombres en ces facteurs premiers. Et grosso modo, si vous êtes spécialiste cryptographie, excusez-moi, c'est une simplification, mais grosso modo, pour générer une paire de clés, il faut générer un P et un Q, donc 2 nombres premiers, les multiplier ensemble, et ça, c'est ma clé publique. P fois Q, c'est ma clé publique. Donc le truc que tout le monde connaît, c'est P fois Q. Donc si vous arrivez à décomposer P fois Q en P et Q, si vous arrivez à décomposer 15 en 3 et 5, bingo, vous avez gagné, parce qu'avec un des deux, le P ou le Q, je ne me souviens plus, il y a moyen de recalculer la clé privée aussi, et vous avez cassé RSA. J'espère que j'étais clair. 6 minutes pour expliquer RSA et comment on peut casser RSA. Ça aurait mérité un hors-série, mais là, on peut creuser. On peut encore creuser. Je sais que sur le chat, ça s'excite. Hein. Tout d'un coup, on va trouver la clé. T'as ton cul ? Non, bref. Mais c'est passionnant, évidemment. Mais tout ce qui touche à la cryptographie est souvent passionnant, parce que ça fait travailler. C'est une gymnastique de l'esprit magnifique. Hein. Il faut vraiment avoir les idées claires pour se lancer dans ce domaine-là. Je trouve ça assez passionnant, effectivement. Et donc, MC626 qui dit que c'est Léonard
Adleman, le nom que j'avais oublié, merci. D'accord. NC626, donc Ronald Rivest, Adi Shamir et Léonard Adleman, les inventeurs du RSA. Est-ce que Xavier a un truc à rajouter sur le domaine? Non, on nous a parlé sur Twitch des ordinateurs quantiques qui seraient un problème pour casser tout ça, mais je dis qu'en fait, c'est au plus les ordinateurs sont puissants, eh bien, simplement, au plus on complexifie la difficulté de chiffrement de calcul. Et donc, c'est ce qu'on fait déjà depuis très longtemps avec les certificats SSL. Ils sont de plus en plus complexes parce que la puissance des ordinateurs augmente. Et donc, j'imagine, c'est pas certain, mais que on continuera simplement à appliquer ce principe-là et que le chiffrement sera de plus en plus complexe. C'est une course, quoi. C'est une course perpétuelle. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça un peu. Ok, bon, voilà. Chapeau en tout cas pour l'explication. C'était pas simple, mais moi j'ai trouvé ça limpide. Dites-le nous, hein. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas. Oui, c'est ça. D'ailleurs, en commentaire, faites-nous la synthèse de ce qui est dit. Un truc tout simple. Hein. Vous faites ça en quelques paragraphes. Hein. Vous appliquez surtout et faites en sorte que ce soit lisible. Et Xavier corrigera les copies. On pourrait leur demander le 57e chiffre premier, hein, ça pourrait être ça. Oui, par exemple. Oui, ça c'est une bonne question. Et pourquoi le 57e en fait voilà. Sinon, on la laisse au prochain chroniqueur. Hein. Aussi. Bon, allez, on passe à la suite. Qui est même la fin. C'est la fin, c'est la toute grande fin, puisqu'on est arrivé à la lettre W malgré tout, et que, comme tu l'avais dit Xavier, il y a un oui mais non cette semaine. Là j'entends tout le monde qui fait « Ah, enfin un oui mais non !» Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un oui mais non. Je rappelle le principe du oui mais non, c'est l'information technologique certes, mais improbable, qui sort un peu de l'ordinaire, qui nous fait rire, parce qu'on aime bien rigoler, hein, voilà. Des fois comme des lourds, mais voilà. Mais voilà, Xavier nous a trouvé un oui mais non. Et donc, il va nous exposer son oui mais non, Xavier. Voilà. Alors, on va peut-être plus rire avec la partie lune dont j'avais parlé avant, mais ici, comme vous le savez, on parle de plus en plus des deepfakes qui consistent à utiliser une intelligence artificielle pour remplacer un visage par un autre dans une vidéo ou une image même. Et cette technologie devient de plus en plus facile à utiliser au point qu'en Pennsylvanie, aux USA, il y a une maman qui l'a utilisée pour nuire à un groupe de pom-pom girls qui sont des concurrentes de sa fille. Donc elle voulait vraiment que sa fille fasse partie d'une équipe ou arrive au top d'un défilé ou je ne sais pas. Et en juillet 2020, il y a 3 filles qui ont commencé à recevoir des photos et des vidéos d'elles en petite tenue, en train de boire, en train de fumer, même en train d'encourager des gens à se suicider. Et évidemment, les entraîneurs de ces jeunes filles ont également reçu les mêmes contenus obscènes, et donc les parents ont décidé d'aller alerter la police. Alors la police a réussi à remonter à la source et ils ont vu que c'est la mère d'une des rivales qui a créé ces deepfakes pour leur nuire. On voit en fait que par cette news que les deepfakes sont vraiment de plus en plus simples à utiliser, puisque aujourd'hui une personne de 50 ans sans compétences particulières a réussi à porter préjudice comme ça à 3 personnes au point que ce soit suffisamment crédible que pour porter un réel préjudice. Il y a des montages qui sont explicitement présentés comme des deepfakes. Je pense qu'il y en a eu un avec Macron il y a pas longtemps où on disait vraiment ça c'est un montage. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sournois parce qu'ils ne se présentent pas comme des fausses vidéos. Alors il y en a une multitude évidemment aussi avec du contenu qui peut vraiment porter préjudice aux personnes ciblées. Alors heureusement, aujourd'hui, il existe des outils pour débusquer les deepfakes. Il y a récemment des informaticiens y compris informaticiennes, de l'université de Buffalo, qui ont développé un algorithme qui met en évidence les faux visages dans ces vidéos. Et comment est-ce qu'ils font ça ? En fait, ils analysent les yeux et apparemment, l'intelligence artificielle qui est utilisée pour les deepfakes actuellement, ce n'est qu'une question de temps évidemment, serait tout à fait médiocre pour créer des réflexions oculaires
qui sont justes et précises et qui correspondent à ce qui serait normalement dans la réalité. Donc c'est vraiment un tout petit détail, c'est dans les yeux, un reflet qui permet de voir que c'est du deepfake, et c'est un point faible qui n'avait pas échappé à ces informaticiens. Et donc en se concentrant sur cette faille, ils réussissent avec leur algorithme actuellement à identifier avec une efficacité de 94%, ce qui est relativement élevé, les fausses images. Donc voilà, la news, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri des deepfakes, mais on commence à trouver des outils. Petite parenthèse, il y a une semaine ou deux, on a parlé de ce deepfake de Tom Cruise qui avait bluffé justement les algorithmes de détection de Deepware. Ce site, on mettra le site éventuellement en lien une fois de plus, mais vous le retrouverez sans difficulté dans nos archives, qui a analysé la vidéo en question qui était diffusée sur TikTok, si je ne m'abuse, et qui est tombé à côté, hein. Ils ont rien vu, et donc voilà. Donc là aussi, il y a une espèce de course qui est en train de s'engager entre les gens qui créent, qui améliorent sans cesse les deepfakes et ceux qui essayent de les détecter. Moi, j'aimerais bien qu'on ait quand même une solution clé sur porte qui permette à tous les coups de détecter le deepfake, parce que ça va poser des problèmes à un moment ou à un autre. Ici, l'histoire des pom-pom girls, c'est ça qui était un peu oui mais non. Mais le reste de l'actualité, t'as raison Xavier, c'est moins drôle que la Lune. Mais voilà, je sais pas ce qu'on en pense chez vous. Dites-le nous en commentaire, hein, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous fait pas peur qu'un jour ou l'autre on retrouve votre tête sur le corps de quelqu'un d'autre, par exemple, ou l'inverse? Il y a une bonne remarque de excusez-moi, hein, pour le pseudo, c'est KNGL, qui dit en fait il suffirait de faire des vidéos de mauvaise qualité, donc en 240p par exemple, et le problème serait résolu. Alors c'est vrai, mais bon, heureusement aujourd'hui on consomme du contenu en bonne qualité, mais. Puis la bonne qualité, de manière générale, que ce soit en audio ou en vidéo, c'est une question de politesse par rapport à ceux qui regardent, qui écoutent. Ça me semble assez justifié aussi. Mais voilà, oui, Sébastien. Oui, l'algorithme de détection que tu as mentionné, Xavier, peut devenir l'arme qui permet justement d'améliorer la création des deepfakes, parce qu'un deepfake, c'est une technique d'intelligence artificielle, je ne vais pas dire intelligence artificielle, une technique d'apprentissage machine qui travaille avec des réseaux neuronaux, deep, donc plusieurs couches de réseaux neuronaux, et c'est la création de contenu, qu'il soit vidéo ou audio, c'est une catégorie de problèmes qu'on appelle des GAN, Generate Adversarial Network, et l'idée, c'est qu'il y a un algorithme qui génère quelque chose, et puis un autre algorithme qui va regarder ce qui a été généré et le comparer à du réel pour dire est-ce que ça ressemble à du réel ou pas. Et tant que le second algorithme dit non, le premier il réessaye et il refait quelque chose. Et de cette manière, en faisant des milliers et des milliers et milliers d'itérations, l'œuvre produite converge vers quelque chose qui semble réel. Et donc, ce que les chercheurs ont mis au point pour détecter les fausses vidéos, à partir du moment où on arrive à réintégrer ça dans la deuxième partie de l'algorithme dont la responsabilité c'est de challenger ce qui a été produit par le premier, ça va encore améliorer la qualité des deepfakes. Donc c'est des problèmes assez intéressants à regarder. C'est vrai que pour le moment, dans les vidéos générées, il y a beaucoup d'artefacts autour des yeux, tu l'as dit, autour des oreilles souvent aussi. Il y a moyen de voir des choses parfois un peu bizarres. Ouais. Et donc pour le moment, c'est encore détectable. Je pense que c'est une question d'années. Oui, et puis il y a le son aussi, hein. Il faut quand même que au niveau de la voix, mais là aussi ça avance très très vite, hein. Il y a moyen maintenant d'avoir des résultats assez bluffants, voilà, sans nécessairement faire appel à Canteloup ou un autre imitateur connu. On est arrivé donc au bout de cet épisode, si je dis pas de bêtises, on y est arrivé. Et Thierry aussi vient d'arriver d'ailleurs. Donc, salut Thierry, il arrive bien à temps pour nous voir partir. Donc, c'est pas Thierry, c'est un deepfake de Thierry. Oui, peut-être aussi. Juste une petite question à vous qui nous écoutez et qui avez tenu le coup jusqu'à maintenant. Dites-nous quel est le nom de ce comédien qui jouait dans les publicités Apple versus PC, Mac versus PC. N'hésitez pas, le nom et le prénom. Hein. Donc, au moins le prénom, oui. Non, le nom et le prénom. Le prénom. D'accord. Il faut ce qu'il faut. Il n'y a rien à gagner.
gagner, il y a rien à gagner, donc il faut quand même un peu se casser la tête. C'est quand même pas n'importe quoi. Ce rien vaut quelque chose. Toute notre sympathie, voilà, ça c'est essentiellement ça que ça vaut. Et puis ça titille les algorithmes, comme on dit. Voilà, ils aiment bien ça chez Google apparemment, et sur les plateformes de podcast aussi de plus en plus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur le chat, bien entendu, mais pas exclusivement. Bien entendu, on vous remercie vous aussi de nous télécharger régulièrement, toutes les semaines même, et de nous regarder par exemple aussi sur YouTube pour ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de nous consommer, on dit ça comme ça aussi, sur YouTube. On arrive bientôt à l'épisode 300, il va se passer des choses a priori, mais je sais pas encore très bien quoi. Donc on peut pas encore en parler. Il reste encore 3 semaines d'ici là, donc patience, j'ai presque envie de dire. Un truc à rajouter, Xavier ? Salut. Ah, c'est bref. Un truc à rajouter, Sébastien ? Quoi que vous fassiez, faites-le bien. Merci beaucoup, à très bientôt, à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.